Juste une précision. Parfois, la conscience, Viviane, je la pose aussi aux autres, mais la confiance vis-à-vis du risque peut entraîner une perte de la notion du risque. On est bien d'accord pour Tout dire à fait. qu'un certain nombre de skieurs de randonnée, notamment, parmi les plus compétents, les plus aguerris, peuvent faire des erreurs de jugement parce qu'il y a une trop grande confiance. Vous confirmez? Bien sûr. Ça, c'est ce qu'on appelle le biais d'expérience, qui est un biais Pardon, cognitif. Le biais d'expérience. le bien d'expérience. Le biais. Le C'est biais, biaisé, c'est un biais cognitif qui est identifié comme ça. D'accord. Mais ça, c'est très vrai. Je pense que beaucoup de gens se sont fait piéger par un excès de confiance aussi. Et voilà, et c'est pareil, quand je dis qu'on va dans les pentes à 50 degrés parce que c'est plus safe, il y a d'autres risques à la rigueur qui viennent à côté de ça, donc il faut toujours faire attention. Mais en tout cas, je partage ce point de vue. C'est vrai que l'excès de confiance, il est toujours... on est toujours à la limite, entre guillemets, quoi. Et est-ce que vous sentez que ce regard critique dont vient de parler Vienne Seigneur sur le monde de la montagne qui prend des risques est moins vrai, quand vous vous trouvez justement à bord d'un bateau, quand vous embarquez? Est-ce que vous sentez moins cette volonté à tout prix de juger celui qui prend des risques? Alors effectivement, il y a un petit peu moins... Alors, moi, je pratique la voile principalement en solitaire aujourd'hui, donc ça reste, je dirais, le plus extrême de la voile. Et donc, tu es un petit peu visé par les critiques, entre guillemets, mais un petit peu moins. En fait, je pense que la grosse différence entre la mer et la montagne, c'est que la montagne fait beaucoup plus peur que la mer, sur le fait qu'il y a beaucoup plus de choses incontrôlables en montagne qu'en mer. En montagne, on a les crevasses, les ponts de neige, les chutes de sérac, les avalanches, les chutes de pierre. On a énormément de choses, alors qu'en mer, on en a beaucoup moins. Et puis, il y a un gros avantage aussi en mer, c'est qu'on a un bateau, on a une cellule de vie. Et ça change énormément. Donc, même si je suis encore un peu plus à l'aise en montagne qu'en mer aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même, je dirais, moins de dangers directs et incontrôlables également. Et puis, on a surtout cette chance en mer d'avoir une cellule de vie qui est son bateau. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a pas en montagne. Alors, il y a les dangers réels, mais également le regard porté sur vous. Est-ce qu'il est justement plus indulgent en mer quand on se retrouve, par exemple, quand un naufragé se retrouve obligé d'appeler les secours avec tout un débat que ça peut susciter? Ouais, alors je pense qu'au final, le regard, il est un petit peu préparé dans les deux milieux. Les montagnards vont avoir un regard sur ma pratique de la mer beaucoup plus enjolivé, je dirais, que sur ma pratique de la montagne presque, et à l'inverse. Les marins vont trouver ma pratique de la montagne génialissime, et puis ce que je fais en mer très dangereux. Donc c'est toujours pareil, chacun a son histoire avec son milieu, et parce qu'il y a eu de grands drames aussi en mer, et au final c'est comme en montagne, on se souvient souvent que de ça. Voilà. Alors on a parlé des risques que vous prenez, et puis il y a les risques qu'on appelle objectifs, souvent, que la montagne, si tant est qu'on puisse l'humaniser, vous fait prendre. Dans un instant, on demandera à Philippe Deligne justement comment ça a pu évoluer, notamment entre Vincent Don et Henri aujourd'hui, y compris peut-être avec le réchauffement climatique. Liv, est-ce que vous vous êtes senti... alors, on va pas parler de la montagne qui tue, ça fait rire tout le monde. Enfin, moi, ça me fait rire en tout cas. Mais est-ce que vous vous êtes senti parfois trompé par le rocher quand vous grimpiez, trompé par le... vous avez, on l'a dit, de la compétence, de l'analyse, du savoir-faire, et en fait vous rencontriez un élément naturel qui lui jouait contre vous. Tromper, non. Bon, déjà, je trouve qu'en montagne, le rocher, ça reste parmi les éléments les plus sains. Voilà, ça va pas être comme une pente de neige ou des séracs où on sait pas trop s'il y a une fracture derrière. Je trouve que le rocher, ça reste en haute montagne relativement stable comme terrain. Après, il y a toujours des chutes de pierre, ça c'est sûr, mais toujours. On tire un rappel, il peut y avoir des pierres qui viennent. La montagne, c'est un milieu qui vit, mais non, je crois pas avoir été jamais trompée. Le parapente, par exemple, l'air, le vent je pense que ça va aussi avec son niveau de compétence en parapente. Je me sens encore... je suis vraiment... je suis autonome, mais je me sens encore dans ma tête débutante. Je pense que j'ai encore un grand nombre d'heures avant de pratique, avant de me sentir vraiment bien. Et c'est vrai que peut-être en parapente, je me suis fait plus secouer. Oui, je me suis dit, mais c'est pas ça. Mais, alors qu'en montagne...
Non, ça m'est jamais arrivé. En ski de rando, la neige qui cache les choses. Eh ben, bon, je trouve que la neige, c'est un élément qui est traître aussi, évidemment. Oui, à ce moment-là, voilà, on entend ce bruit, on sent que la cohésion, elle se fait pas. Il n'y a pas de cohésion entre les deux couches. Ben, on va pas traverser, quoi. Soit on reste sur une arête, soit on redescend. Ouais. Il faut toujours choisir l'itinéraire en fonction de l'inclinaison de la pente, du type du terrain et comment on sent les choses. Oui, Liv semble avoir une grande confiance dans le rocher. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Elle a raison d'être aussi... Disons que par rapport au glacier ou par rapport à la couverture nivale sur laquelle skie Aurélien, c'est sûr qu'a priori, le rocher est plus franc et plus sain. Ceci dit, effectivement, il y a quelques évolutions qui s'opèrent du point de vue de la stabilité des parois rocheuses, disons, sur les dernières décennies. Et même si c'est pas quelque chose qui aujourd'hui empêche de pratiquer à la fois l'escalade, voire l'alpinisme sur des voies rocheuses, c'est aujourd'hui quelque chose qui peut, dans certaines voies, devenir, être quelque chose de plus compliqué. Alors dites-nous ce qui a changé en montagne, justement. Disons, on peut donner un exemple d'évolution rapide et brutale d'un secteur qui était... on ne peut pas dire très fréquenté, mais qui en tout cas était très emblématique, qui est le secteur de la face ouest des Drues, au-dessus de Chamonix, où en juin 2005, le reste du pilier Bonatti, qui avait été donc gravi exactement 50 ans plus tôt par Walter Bonatti, s'est effondré, donc, et un écroulement d'un quart de million de mètres cubes donc, s'est déposé sur le glacier qui est au pied des Drues, et qui a mis fin, à une série d'épisodes à partir de la fin des années 50, de la fin des années 40, début des années 50, qui s'est accéléré en 97 et 2003 avec donc des morceaux qui régulièrement donc se sont détachés de ce secteur-là jusqu'à ce que l'ensemble du pilier finisse par s'effondrer. Donc évidemment là c'est une voie entière célébrissime qui disparaît. C'est en même temps un nouveau terrain de jeu pour les alpinistes parce que c'est évidemment la possibilité éventuellement de tracer de nouvelles voies, mais c'est un peu compliqué par le fait que ça reste un secteur relativement instable avec des écroulements qui se répètent, disons, depuis 2005 de façon un peu systématique tous les ans, quelques milliers jusqu'à quelques dizaines de milliers de mètres cubes qui dévalent donc sur ce secteur-là. Donc voilà, il y a des secteurs qui sont devenus plus compliqués à grimper. Donc le rocher reste certainement effectivement plus simple dans l'approche de la montagne que ne l'est le glacier ou la montagne en hiver. Mais on a effectivement des couloirs qui maintenant parpillent très régulièrement, des voies normales qui ne sont plus utilisées dès que l'enneigement est devenu suffisamment faible pour que les blocs ne soient plus stabilisés, et donc des changements d'itinéraire donc qui sont notés par les pratiquants, bien sûr. Je voulais simplement évoquer la notion de terrain de risque, qui est l'un des éléments du titre de la soirée. Aurélien, tout à l'heure, a fait une comparaison entre la mer et la montagne et a énoncé quelques-uns des éléments qui font que, effectivement, la montagne est un terrain de risque objectif très supérieur à beaucoup d'autres terrains qui sont pratiqués, activités sportives, par exemple. Ce qui fait que ces risques, finalement, ne se traduisent que par un relativement faible nombre d'accidents. C'est la très grande pratique qui est celle de ceux qui la fréquentent. Une pratique qui, comme ça a été expliqué il y a un instant, est acquise lentement, est acquise avec une grande prudence et avec la nécessité de conserver effectivement cette prudence tout le temps au cœur de l'activité. Lise a expliqué tout à l'heure comment elle avait pu renoncer à terminer une expédition sur les tours de Trango au Pakistan. Voilà, c'est effectivement la démarche qui fait que elle est là ce soir pour nous l'expliquer, alors que évidemment on peut être amené à vouloir terminer ce que l'on avait prévu comme projet et aller au-delà de ce qui serait effectivement qui serait pertinent comme prise de risque. Donc
des risques en montagne, il y en a effectivement, autres que simplement l'instabilité des parois rocheuses. Et c'est, par exemple, sur la photo qui est ici à l'écran, c'est la pratique de la course sur glacier, avec évidemment les crevasses, mais également les ponts de neige, sur lesquels on sait peu de choses et sur lesquels, dans notre labo, on commence à réfléchir à une étude justement sur ce que sont ces ponts de neige, la manière dont ils se forment, la manière dont ils évoluent en fonction des conditions météo, comme il était rappelé tout à l'heure, parce que c'est un des facteurs qui fait que dans la vallée blanche, régulièrement, on a des accidents qui sont liés donc à ces chutes à travers des ponts de neige dans un secteur qui a priori est un lieu fréquenté disons par des gens qui ne sont pas ceux qui, comme Aurélien, skient dans les couloirs à 55 degrés, quoi. Jacques ? Oui, alors ce qui est intéressant pour aller dans votre sens, c'est qu'il y a des chiffres qui contredisent de manière tout à fait visible l'image que l'on a des accidents et des sports à risque. Et là, je le conseille à ceux qui pourraient le trouver. C'est la Fondation Pels qui a rendu ce rapport qui s'appelle Accidentologie des sports de montagne, état des lieux et diagnostic, où l'on se rend compte justement que les accidents les plus courants ne sont pas ceux auxquels on pense. Parmi le nombre de décès traumatiques, c'est la randonnée à pied qui arrive en premier et de très loin. Là, ce sont des chiffres de 2012. La randonnée à pied, nombre de décès traumatiques 38, nombre de décès non traumatiques 29, je pense que ce sont surtout des accidents cardiaques, et nombre de disparus 15. Et donc ça arrive très loin devant l'alpinisme. Donc si ça peut vous intéresser, vous pouvez trouver cette étude sur fondationpels.org. Alors juste, si je puis me permettre, ça c'est des chiffres bruts qui ne sont pas rapportés sur la population meurtre, c'est-à-dire sur tous les gens qui... Donc ce qui est sûr, c'est qu'en nombre brut, c'est une évidence, en tout cas c'est la randonnée pédestre qui va être la plus mortelle, ça va être la mortelle randonnée, alors que finalement ça sera les effectifs d'accidents plus hauts concernent aussi un peu moins de monde. Donc en tout cas, voilà, c'est important en tout cas dans nos représentations, effectivement en chiffres bruts, on a plus de chances de trouver une mortalité dans la moyenne montagne que dans la haute montagne, mais il faut faire attention parce que là on a le biais du fait qu'il ne s'agit pas de pourcentage mais de données brutes. Donc, alors j'ai retenu de votre intervention, Pierre, pardon, juste un mot, c'est bien ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'au fond la montagne est un des terrains de jeu ou de pratique qui a le plus de facteurs, pas de dangerosité mais en tout cas de difficulté. Et qu'au fond, si le bilan était globalement positif, comme dirait l'autre, c'est parce que elle est pratiquée par des gens finalement de très haute tenue. C'est ça, si on résumait ? Oui, bien sûr. C'est ce qui était expliqué à l'instant. Le nombre de victimes d'accidents de randonnée doit être rapporté au nombre de pratiquants de la randonnée, qui est très supérieur à celui de ceux qui skient dans les couloirs à 55 degrés ou qui escaladent des parois au Pakistan, par exemple. Donc, effectivement, cette question-là doit être prise en compte. Ce qui doit être également intégré, c'est le fait que de nombreux autres risques résultent des conditions qui sont celles de la haute montagne. On a à la fois une énergie de relief qui est considérable. Tout à l'heure, il était fait allusion à l'aiguille du Midi qui s'élève donc à 2800 mètres au-dessus du plancher de la vallée de Chamonix, avec des pentes qui sont très raides. On est dans un milieu qui est caractérisé par ce que l'on appelle la cryosphère, donc la neige, la glace, mais également le pergélisol, le permafrost qui se trouve par exemple présent dans les parois et dont la dégradation actuelle en lien avec le changement climatique explique l'évolution de la face ouest des Drus dont je parlais tout à l'heure, mais également l'accroissement du nombre d'écroulements de moindre dimension, mais qui peuvent être justement très accidentogènes pour les pratiquants de la haute montagne. On a par exemple sur le versant nord des aiguilles de Chamonix une augmentation sur les 2 dernières décennies du nombre d'écroulements qui est tout à fait considérable et qui est directement liée à l'élévation de la température moyenne que chacun par ailleurs peut constater généralement. Donc on a donc toute une série comme cela de facteurs qui sont liés aux spécificités même de ce qu'est la haute montagne et qui nécessitent effectivement que ces éléments-là soient intégrés et que par ailleurs ceux qui la pratiquent soient éduqués en quelque sorte à
faire face, en quelque sorte, à cette situation. Aurélien, vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, je crois que c'est d'accord. bon, non. Alors moi, parallèlement, dans un instant, on abordera le dialogue avec vous. Hein, c'était promis. On arrive à la première heure. Un petit mot peut-être pour la régie, si on pouvait caler la dernière petite vidéo justement sur Aurélien, qu'on passera peut-être avant de vous donner la parole. Hein, et j'en profite pour, si c'est possible, c'est bien. Si c'est pas possible, tant pis. J'en profite pour remercier tout de suite la régie. Du manège, hein, qui à chaque fois nous accompagne de manière très pro et très sympa sur ces soirées. J'avais, si tu le permets Jacques, ce qui est étonnant dans ce que vous dites, ce qui m'a toujours frappé, c'est dans le cadre de l'effondrement de parois. Et là, vous vous rendez compte à quel point des histoires d'alpinistes à tout niveau, des destins d'alpinistes, des supputations, des discussions à n'en plus finir dans les bars. T'as fait ci, t'es passé là, bon moi je suis passé à 2 mètres, et tout d'un coup tout s'effondre. Et je trouve que alors à la fois c'est la question que je vous pose, mais que je pose également à Pierre. Là il y a un vrai sujet humain, presque surréaliste, c'est-à-dire que des histoires qui ont fait naître des bagarres, des polémiques, notamment à Chamonix, dans les rues de Chamonix, etc. Des bonnes fêtes aussi. Hein. Et des bonnes fêtes aussi, mais tout d'un coup, la paroi s'effondre, toute l'histoire s'est effondrée. C'est incroyable, ça. Alors moi, je pense que c'est justement parce qu'il s'agit malgré tout d'un art éphémère et que c'est de l'art éphémère, oui. Hein, et quand sauf que voilà, on est dans un temps géologique qui est pas trop l'habitude de notre temps, mais en même temps justement par rapport à cet effondrement du pilier ouest, là pour le coup ça tombe fort à propos, c'est que qui a ouvert juste derrière, alors que c'était vraiment pas stabilisé. Hein, ces 2 Russes, évidemment, qui ont appelé leur voie la roulette russe. Alors, le trait d'humour a été moyennement bien passé en bas de vallée. Voilà, mais en même temps, on savait pas trop quoi en penser, mais enfin, ça a été fait. Donc voilà, c'était deux alpinistes russes, sûrement très engagés et très jeunes et fougueux. Et donc voilà. Du coup, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, il y a un caractère éphémère, mais je pense que en tout cas, le patrimoine de l'alpinisme et la culture de l'alpinisme est habitué à ce caractère précaire et éphémère des choses, et que une trace s'évanouit pour en laisser place à une autre. Ouais, comme un peu le sillage d'un navire finalement, ou d'un voilier, même si la mer, elle... Pierre, juste une réaction à ça, c'est une belle histoire ça, hein, l'histoire d'hommes et de femmes qui parfois s'étripent sur des choses, ou comme tu dis, ils font la fête, et puis pouf, il n'y a plus rien, c'est la mémoire qui disparaît, c'est bien ça, non ? Oui, j'avais pas... Oui, prochain spectacle. Je l'avais pas envisagé comme ça, parce que c'est vrai que la montagne, au contraire... en tout cas dans l'histoire de Vincent Don et Henri, représente quelque chose au contraire d'immuable, contre lequel l'homme se fracasse par sa témérité trop grande, et la montagne comme ressemble au contraire à quelque chose de divin, inébranlable, qui écrase l'homme. Donc qu'elle se fasse un peu esquinter par l'homme, puisque c'est le réchauffement climatique. Bon voilà, c'est... Oui. Mais après, un jour, elle prend la tête et elle s'en va, et elle laisse les hommes face à une nouvelle voie, à de nouvelles voies à faire qui ont complètement été chamboulées, puisque vous l'avez bien compris, dans les Drus, c'est ça, dans les Drus, hein, tout s'est effondré, et toute l'histoire s'est effondrée d'une partie des alpinistes. C'est un peu triste, non ? Ça fait penser un peu au statut, non, moi, je trouve ça marrant, au statut qu'on démolit en Orient, non ? Oui. Non, mais ça nous ramène à un peu plus de recul vis-à-vis de nos débats. C'est bon pour le... Alors... on se regarde encore un petit peu d'images et on passe aux questions. Alors, témoignages de votre part, questions avec, bien sûr, les gens qui sont à nos côtés. Ils sont tous prêts à vous répondre, puis à creuser ces thèmes qu'on a fait qu'effleurer pour l'instant. Et on aura le temps, pour une fois, on vous laissera vraiment le temps d'échanger. Merci. Donc, un petit retour.
disait Jacques, facile, et au-delà de 50, ça passe. Hein, c'est ça, on a bien compris. Bien, allez, on entame la vitesse aussi, ça aide vachement. Pardon ? La vitesse, ça aide beaucoup. Oui, il vaut mieux pas s'arrêter quand même en plein milieu, voilà. c'est ça ? Puis plus on est vite, moins on touche la neige, et moins on est lourd, et moins on a de risques. D'accord. Est-ce qu'il y a un poids au-delà duquel on ne peut pas faire ce genre de choses ? Vous me le direz après. Bien, alors... Des questions, mais aussi, Jacques, peut-être des témoignages déjà dans la salle. Parce que ça va compléter ce que nous disait Aurélien tout à l'heure sur justement la notion d'apprentissage et la notion justement de compréhension du terrain dans lequel on évolue. Et je sais que dans la salle, il y a un certain nombre de personnes qui sont au CAF, dont le président. Et ça serait peut-être bien qu'ils nous disent comment eux prennent en compte ces questions de risque et de gestion du risque. Alors, est-ce qu'il y a au-delà d'une réflexion, est-ce qu'il y a des actions qui sont menées pour sensibiliser les adhérents sur un certain nombre de pratiques à faire de manière responsable. Et puis avant les actions, peut-être un témoignage personnel aussi, hein, sur ce qui vient d'être dit, sur votre pratique. Donc il y a des gens du CAF, merci, il y a des gens de l'ANENA, je crois aussi, de l'Association nationale d'études de la neige et des avalanches, et puis vous êtes tous là, donc allons-y. Alors. Oui, bonjour. Donc, mettez bien votre micro contre la bouche, hein. Contre la bouche. Oui, je l'ai contre la bouche. Je suis le président du CAF de Chambéry. Au niveau du club alpin... On vous entend, pardonnez-moi, mais... Oui ? Oui. D'accord. Un peu plus fort quand même. Oui, donc au niveau du club alpin, on organise tous les jours des activités différentes en montagne. Terrain qui est à risque, avec certains risques. Et pour pallier et pour justement réduire au minimum ces risques, il y a deux composantes qui ont été évoquées tout à l'heure. Donc c'est l'expérience, c'est l'apprentissage au cours des sorties, au cours d'une vie de montagnard, et c'est aussi la formation qui est très importante. Et on met un pied d'honneur à former nos adhérents à quelque niveau que ce soit l'adhérent pratiquant ou le cadre. Et sur Chambéry, on organise notamment une session qui s'appelle un DVA Park, qui a lieu à la FECLA, et qui sensibilise, qui rappelle à tous les pratiquants l'utilisation du détecteur de victimes d'avalanche, les méthodes de sondage et de pelletage. Et toutes ces thématiques de formation, toutes ces actions au quotidien sont pour nous les meilleurs garants d'une réduction de risque et d'une activité qui puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Alors moi j'aimerais que vous nous donniez votre sentiment à vous de pratiquant par rapport à ce qui a été dit. Et puisque vous vous occupez notamment des jeunes au Club Alpin, est-ce que vous avez vu une évolution de l'approche, du sentiment du risque ? Mais d'abord peut-être est-ce que vous adhérez à ce qui a été dit ou est-ce que la notion de risque, vous la vivez vous-même un peu différemment ? Oh non, j'adhère totalement à ce qui a été dit. De toute façon, le risque fait partie de l'activité. On ne l'occulte pas, justement, on le garde une certaine... on le garde en nous, c'est parce que ça nous permet de connaître nos limites, de savoir jusqu'à où on peut aller. Notre pratique, notre expérience et notre technique nous garantissent un certain niveau de franchissement des épreuves. Et ça rejoint totalement ce que disait Aurélien ou Liv. Tous ces facteurs accumulés, toutes ces connaissances, toutes ces formations, c'est ce qui nous garantissent de rester en vie. Voilà. Est-ce que ça a changé ces dernières années peut-être dans vos adhérents les plus jeunes, ceux qui arrivent, puisqu'au CAF arrive maintenant, je sais, de plus en plus de jeunes. Est-ce que vous avez de plus en plus de mal, en clair, ou au contraire, de plus en plus de facilité à faire passer cette notion d'apprentissage et du risque, par rapport au risque Non, ce qu'on remarque, c'est que les jeunes, c'est sûr, sont plus fougueux, mais ils sont quand même demandeurs et ils sont attentifs aux actions de formation et intègrent vraiment ces composantes de sécurité qui leur garantiront plus tard une certaine autonomie je pense qu'ils sont très demandeurs et ils participent
à toutes les sessions de formation. Donc on a vraiment tous les âges sur les formations. Ok, vous pouvez reprendre la parole tout à l'heure si vous le souhaitez. Autre réaction sur son vécu, juste sur une le petite vécu. réaction. Oui, pardon. Et non, par rapport à ce qu'il disait, la formation, c'était hyper important et je trouve ça vachement bien ce qu'ils font. On a la chance aujourd'hui d'avoir pas mal d'outils et surtout d'instruments en montagne, comme les arvas, les pelles, les sondes, les sacs airbags, tout ça. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui les achètent, mais qui ne savent pas s'en servir du tout. Et c'est pour ça que la formation et l'entraînement à tout ça, c'est quelque chose d'hyper important. Et voilà, et doucement, ça progresse. Avant, ils n'étaient pas du tout équipés, donc c'est déjà vachement bien. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail là-dessus, de formation encore sur l'utilisation des matériels de sécurité. Parce qu'entre savoir l'allumer et savoir s'en servir le jour où c'est son copain qui est sous la neige, il y a une grosse différence. Ouais, et puis gros problème, on l'abordera peut-être, mais de sensibilisation de notre profession, puisque comme vous le savez, bien souvent, le présentateur du journal dit ils sont tombés sous l'avalanche et pourtant ils étaient équipés. Comme si effectivement l'équipement est là pour être sauvé le plus possible, mais sûrement pas pour éviter l'avalanche. Enfin, vous l'avez tous constaté. Alors, réaction de Viviane ? Oui, alors moi, concernant les questions de formation, et justement, en tout cas, je pense que c'est aussi important de ne pas faire un clivage entre ceux qui seraient les sachants et puis les autres. Parce que d'une part, l'apprentissage, c'est progressif, donc ça c'est une première chose. Et puis souvent, on affecte, en tout cas, on va poser un jugement moral par rapport aux personnes qui vont se mettre en difficulté en montagne. C'est assez spontané, on a tous plus ou moins tendance à le faire, souvent parce qu'on ne comprend pas, et que du coup, si on ne comprend pas, c'est que sûrement il y a eu quelque chose, mais en tout cas, il y a de l'ordre de la moralité qui rentre en ligne de compte. Et en revanche, je pense qu'effectivement, il y a des apprentissages techniques, et comme Aurélien le dit, par exemple, sur d'avoir un ARVA sur soi, c'est une chose, savoir s'en servir en est une autre, et savoir s'en servir en situation de stress intense en est encore une autre. Donc effectivement, ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de bonnes pratiques que l'on sait, que l'on doit régulièrement mettre en place, c'est-à-dire tous les hivers de refaire son training d'ARVA, parce que sinon on perd la main, comme n'importe quel acte technique. Donc ça, c'est une première chose. Et puis c'est surtout que après, il y a tous ces aspects techniques, mais il y a aussi l'aspect décisionnel. Et que, justement, comme le disaient l'un et l'autre de nos champions du monde, c'est que tout ça est quand même assez personnel. Et que, selon notre biographie, selon les alertes qu'on a pu connaître dans notre passé, on va être plus ou moins sensibilisé à un écroulement parce qu'on en a vu un sous notre nez qu'on n'est pas prêt de l'oublier, et que en revanche, il y en a d'autres, ils sont abonnés à voir des gens tomber sous des ponts de neige, et donc ils sont plus sensibilisés à ça. Donc en tout cas, c'est vrai que le caractère biographique et notre sensibilité personnelle rentrent vraiment en ligne de compte. Mais ce qui est important, en tout cas, c'est dans cet empressement qu'on a à juger les autres qui sauraient moins bien parce qu'ils se sont mis en difficulté, il faut être extrêmement prudent par rapport à cette attitude assez spontanée qu'on peut avoir et qui amène justement au rang du média. Souvent, la personne, le naufragé en montagne, devient cet inconscient qui est parti en montagne alors qu'on sait très bien que c'est dangereux. Et ça, c'est vraiment un lieu commun qui ne fait pas avancer les choses. Vincent Don et Henri ont été les premiers à être victimes de cette disqualification, alors qu'il s'agissait de personnes extrêmement brillantes, en tout cas qui savaient ce que c'était que la montagne. Ils étaient très, très solides tous les deux, et la preuve en est, ça a été leur durée de vie malgré ces circonstances. Et donc, il y a bien eu cette disqualification généralisée parce que simplement, il s'agissait de personnes qu'on comprenait mal, parce qu'ils avaient une pratique très marginale, donc qui n'était ni relayée par les guides, ni relayée par les institutions. Et donc, voilà, on juge très rapidement, alors que bon, c'était pas si simple que ça. Oui, vous remarquez ce qui se passe en voiture. Ce qui conduit mal, c'est toujours celui d'à côté. On est bien d'accord. D'autres réactions ? Oui. Je voulais prendre la suite. Vous pouvez dire qui vous êtes, simplement ? Christian Duval, je suis responsable de la formation au Club Alpin. Pardon, au Club Alpin. Ah, le Club Alpin, BIS, d'accord. Oui, BIS. Donc. Et je voulais rebondir sur ce que disait Viviane Seigneur. Effectivement, moi je m'appuie sur trois choses
pour réduire le risque. Mais c'est bien votre micro. La première, c'est les connaissances. Donc c'est la formation aux connaissances à l'ARVA, bien sûr, c'est une chose, mais toutes les autres techniques aussi, qui sont enseignées dans l'alpinisme ou le canyon, entre autres. La deuxième chose, c'est le comportement. Et le comportement, on a commencé cette année une formation justement au comportement, et en particulier sur les encadrants, avec l'aide de l'ANENA. Et c'est une formation qui a été dispensée aussi au Syndicat national des guides de haute montagne, c'est-à-dire apprendre à prendre une décision en fonction de se connaître soi-même. Se connaître, savoir si on est quelqu'un qui est plutôt impulsif, quelqu'un qui est plutôt analytique, c'est-à-dire on met du temps à prendre des décisions alors que dans certains cas, il faut prendre des décisions très rapidement. Et dans d'autres cas, pour préparer une course, qui est la première chose à faire pour réduire les risques, il faut être analytique dans un premier temps. Il faut être aussi à l'écoute des autres pour pouvoir savoir qui on va amener. Et est-ce que ce sont des gens qui sont capables de faire la course qu'on a envisagée? Et puis ensuite, effectivement, il faut être directif en disant « je te prends pas » dans la sortie. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau dans la formation. On a fait depuis des années de la formation technique et maintenant on fait de la formation comportementale. Liv, vous êtes impulsive, analytique, vous êtes... Non mais ce qui vient d'être dit effectivement sur la nécessité de prêter aussi attention au comportement qu'à la technique finalement. Oui, je pense que c'est très important. Puis c'est très important de se connaître soi, de savoir comment on va réagir dans certaines situations. Après, c'est difficile aussi de se connaître dans une grosse situation de stress. Comment exactement on va réagir, ça faut l'avoir vécu pour le savoir. Mais par contre, ces différents types de comportements, c'est bien de les connaître et ça permet de peut-être prendre des décisions ou d'éviter certaines mauvaises décisions. Vous l'avez vécu? Comment vous avez réagi? Sur quoi vous êêtes appuyé dans des situations d'extrême stress, justement? Vous avez en souvenir forcément? Moi, j'ai juste eu une grosse frayeur. Ici, pas dans des montagnes très loin, à Chamonix, avec une énorme chute de sérac c'est parti tout petit, de très loin, mais en 2 secondes c'était sur nous. Oui. Et j'ai juste eu le temps de dire aux 2 autres, j'étais avec 2 Américains qui ont rien vu, de dire go go et de trouver un endroit parmi des crevasses. Mais c'était comme ça, c'était très rapide, c'était comme dans un film, clac 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 le cheminement et il y a juste eu la poussière des séracs qui nous est arrivé dessus, mais on l'a évité vraiment extrême. Mais voilà, c'était être dans l'action tout de suite, pas penser à la peur, mais être dans l'action. Et puis ça se fait tout très très vite et de façon assez automatique, sans qu'on ait pu. Mais ça, c'est pas forcément la panique, c'est quand même c'est la connaissance quand même. C'était un réflexe, je pense, de survie en fait, mais sans se laisser dépasser par la peur ou passer en mode panique. Et ben là, il faut qu'on trouve un passage mais ça se fait en 2 secondes, hein, c'est pas... Aurélien, le cas critique s'est présenté forcément, on vous redonne la parole. Le cas critique, pas vraiment. J'ai eu une fois une frayeur, j'ai été témoin d'une grosse frayeur une fois, et une fois une petite frayeur. Mais non, j'ai eu cette chance de ne pas avoir eu trop de choses comme ça à gérer. La seule fois où j'ai eu, c'était pareil, une avalanche, c'était tout au début de ma carrière. J'étais pourtant hyper bien encadré de 3 guides de haute montagne autour de moi parce que c'était lors d'un tournage pour le cinéma et malheureusement, malgré toutes les précautions qu'avaient pris les guides en qui j'avais extrêmement confiance parce que c'était Sam Boget, un ami, mon père, le 2e guide, et plus Jérôme Rupi, le 3e guide, enfin des gens très proches de moi, donc je savais qu'il n'y avait pas trop de problèmes. Et malheureusement, il y a eu une avalanche qui est partie. Et pareil, et comme a dit Liv, là, ça a été tout de suite l'instinct de survie, c'est-à-dire, ok, où est la sortie? Où est-ce que je peux me planquer? Ça s'est fait très rapidement. C'était pas une situation catastrophique non plus, qui aurait pu l'être, mais qui n'était pas encore catastrophique. Donc voilà, ça s'est fait instinctivement. Le fait d'être entraîné aussi un petit peu à tout ça, je pense... Comme Livlet, quand tu es en montagne, même si tu penses pas à l'avalanche, enfin moi quand je regarde une ligne ou une face, j'ai ma ligne, ce que je vais faire, mais j'ai tous mes points de sortie à plusieurs endroits. D'accord. De me dire, voilà, là s'il y a un problème,
à cet endroit-là, je peux sortir là je peux me cacher ici, là je peux me cacher là. Et donc je pense que tout ça, ça devient assez instinctif après, à force, hein, avec l'expérience toujours. Et donc j'ai pu vite trouver la sortie. Ok. Alors, autre j'ai eu la chance de pouvoir trouver la sortie.